Ah, très bien. Bienvenue au Tech Days, même si je pense que ça fait déjà un petit temps que vous êtes rentré dans les Tech Days. Moi, je viens juste de débarquer. Euh, Technique d'accélération des pages web, un sujet qui commence à durer depuis quelques années. Malgré tout ça, pas tout le monde est encore au courant de exactement ce qu'il faut faire. Donc, d'abord, je vais me présenter, bien sûr. Je m'appelle Jean-Pierre. Ça fait un petit peu trop d'années que je suis dans le web. Généralement, tout ce qui est développement, pur front, JavaScript, HTML, CSS, bien sûr. PHP à une certaine époque. J'ai eu la chance de travailler chez Yahoo à une époque où il fallait y être, c'est-à-dire à l'époque où justement les performances web ont été inventées. Et donc actuellement, je suis expert indépendant, donc consultant. Et je fais beaucoup de veille sur brandcracking.org et sur Twitter, donc suivez-moi. Donc quand on parle de performance web, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait? Le Steve Souders, à l'époque où il était chez Yahoo justement, le mec il a juste inventé l'industrie de la performance web. En fait il a commencé, donc c'était en 2004 ou en 2005, à faire du reverse engineering sur la manière dont marchaient les navigateurs. Ce qu'il voulait savoir, lui, c'était pourquoi est-ce que côté serveur, on arrive à générer des pages en moins d'une demi-seconde, et pourquoi est-ce que l'utilisateur, lui, ne voit rien avant parfois plusieurs secondes. Il a donc créé une espèce de table des lois qui était sortie à l'époque en interne et que j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt, et qui fait encore référence aujourd'hui, même si on va voir que justement on va essayer de la malmener un peu, parce que maintenant elle commence à dater. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre-temps. Le problème, ce qui est à la fois bien et pas pratique pour le format d'une conférence, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de règles ou d'optimisation ou de bonnes pratiques qui tournent autour de la performance web. Donc Yahoo à l'époque, donc Steve Souders en avait sorti 14. Ils sont montés aujourd'hui jusqu'à 35. Google a commencé à faire la même chose de son côté, donc en sortant Google PageSpeed, donc un ensemble de conseils, donc il y a 31 règles. Là récemment, avec d'autres personnes en France, là on s'est réunis, on a aidé une boîte qui fait de la qualité, à écrire des règles. On a fait un brainstorming de 3-4 heures. On était peut-être une quinzaine. On a sorti 150 règles juste en 2-3 heures. De règles utiles et de règles testables, etc. Finalement, on est retombé sur 41 règles. Et en vrai, quand on suit la WebPerf tous les jours, on se rend compte qu'il y a là 500, il y a peut-être 500 règles différentes à connaître. En gros, je vais essayer de faire tenir ça dans 1 heure. À la fin, on aura je pense qu'on va laisser beaucoup de temps aux questions-réponses, parce que ça va vous permettre justement de partir sur des sujets que j'ai pas traités. Et donc, toutes ces règles, que ce soit Yahoo ou Google, au moment où ils les ont fait, il faut les faire évoluer. C'est-à-dire qu'entre-temps, de nouveaux navigateurs sont apparus, avec de nouvelles manières de faire. D'autres navigateurs ont commencé à disparaître. Il y a eu des nouveaux besoins de la part des sites, c'est-à-dire que les sites sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et bien sûr, il y a la révolution du mobile qui est arrivée, qui a tout remis en cause. Donc, comment faire le tri? En fait, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on veut s'engager dans un chantier de performance. Je crois que le point de départ, ça a été en 2010, donc plusieurs années après que les règles de performance aient été inventées. En 2010, Google a dit « Ah, chez nous, ça y est, c'est un critère de référencement ». Donc autant dire que là, tout le monde a commencé à se dire « Ah, là, si Google le dit, c'est qu'il faut y aller ». Donc, seule chose qu'il faut retenir du SEO, faut quand même pas oublier que c'est un critère parmi tant d'autres. Donc je suis pas sûr que ce soit si important que ça. On va voir qu'il y a d'autres choses qui font que la performance est importante. Du coup, ça va nous focaliser sur une métrique qu'on avait oubliée dans le domaine de la performance web, c'est le temps de chargement global d'une page, body.onload. Ça, c'est quelque chose, justement, on voulait
on s'en occupait plus parce que ça c'était plus représentatif de ce que voyait l'utilisateur. Donc maintenant que le référencement s'intéresse à la performance, ce temps-là redevient important. Donc ça, c'est une première métrique. Et pour la petite histoire, Google, eux, ils mesurent, ce sont les vrais temps de chargement qu'ils mesurent, puisqu'ils ont des sondes à l'intérieur des Google Toolbars installés dans Internet Explorer ou dans leur Chrome qui permettent de récupérer voilà, tous les temps de chargement des pages. Et donc, eux, ils indexent ça. Pourquoi la performance Pour tranquilliser son administrateur système, pour éviter de le faire se réveiller un samedi à minuit parce que le boss l'appelle en lui disant que son site marche pas, alors que c'est pas forcément sur ses serveurs à lui. On verra comment traiter le problème des inclusions qui viennent directement d'autres serveurs, qui peuvent être très problématiques. Donc si vous êtes développeur et que vous voulez rester copain avec votre admin système, la performance va vous intéresser. Et bien sûr, la raison première, c'est que en faisant de la performance, vous améliorez votre produit, vous rendez vos utilisateurs heureux, et généralement l'argent suit. C'est donc un problème de qualité produit, donc ça touche le marketing, ces gens-là. C'est un problème d'ergonomie, donc ça touche l'ergonome, le graphiste. Et surtout la performance, elle existe uniquement parce que ça répond à un besoin naturel chez nous, d'avoir tout de suite. En tout cas, de pas attendre, de pas attendre longtemps, et deux, d'avoir la sensation qu'on est en contrôle et que en cliquant à un endroit, hop, l'ordinateur a bien compris. Et donc, pour ça, généralement, la métrique la plus importante, c'est le premier rendu, c'est-à-dire c'est juste après la page blanche. C'est lorsque les premiers pixels utiles de la page commencent à apparaître. Alors sur toutes ces dernières années, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis. J'en ai retenu quelques-uns qui généralement n'étaient pas faits par ont pas été écrits par des gens qui comme moi sont dans le domaine de la performance. Donc c'est plus des éditeurs de sites qui l'ont fait. Typiquement sur un site de e-commerce, dans un tunnel d'achat, classique, ce qu'on constatait des gens qui posent des trackers, c'est que chaque seconde de retard à l'affichage de la page, ça faisait 7% de conversion en moins. Donc quand on fait par exemple des tunnels de vente, c'est-à-dire veuillez renseigner où est-ce que je dois vous livrer, etc. Si vous perdez une seconde à chaque étape, vous allez perdre 7% des gens au fur et à mesure. Donc voilà. Donc il y a une forte corrélation entre le taux de conversion et le temps d'affichage des pages. Akamai a fait une étude récemment où ils se sont rendus compte que chaque seconde à attendre qu'une vidéo se charge, en gros, ça faisait un taux d'abandon de 6%. Le constat, c'est les gens sont patients pendant 2 secondes. Ils sont capables d'attendre 2 secondes une vidéo de chat. Et ensuite, chaque seconde qui passe, ils se disent tant pis, je passe à autre chose. Donc ça peut aller très très vite. Dans les secteurs ultra concurrentiels, comme le voyage, quand je dis très concurrentiel, c'est-à-dire que quand vous achetez un billet d'avion, vous n'allez pas penser à aller sur un site en particulier, vous allez demander. Vous ne pensez pas à une marque, vous pensez à Google, vous allez lui demander, vous allez cliquer sur le premier résultat qui arrive. Et généralement, si le site ne s'affiche pas dans les 4 secondes, il y a déjà 2/3 des gens qui sont partis. Donc pour les sites très concurrentiels comme le voyage, l'e-commerce et d'autres, voilà, ça se passe très très vite et c'est vraiment une question de secondes. Dans la recherche qui est moins concurrentielle dans le sens où généralement vous êtes habitué à un moteur et vous allez rester là, c'est un petit peu moins dramatique, mais tout de même chez les études de Bing à l'époque c'était 1 seconde, donc ils faisaient des tests sur
sur des petits groupes. Une seconde, c'était 3% de chiffre d'affaires en moins. Parce que les gens étaient moins engagés, cliquaient moins sur les pubs, cliquaient moins rapidement sur les résultats. Donc au final, ça générait 3% de chiffre d'affaires en moins pour ces utilisateurs-là. Yahoo, eux aussi ont fait leurs études de leur côté. C'est 10% de taux de rebond supplémentaire pour chaque seconde de perdu. Bing, là j'ai la petite ligne rouge que j'ai mise. C'est Bing en fait s'est rendu compte qu'il pouvait faire patienter un peu les gens en affichant très très vite le header. Donc quelque chose qui a priori n'est pas utile puisque ce que vous voulez c'est les résultats, mais en l'affichant très très vite et ensuite en affichant les résultats, il rattrapait la plupart des gens. C'est-à-dire vraiment ce qui compte c'est d'afficher quelque chose, de dire à l'utilisateur j'ai compris ce que tu m'as demandé, bouge pas, ça va venir. Et donc bien sûr le mobile est apparu ces 5 dernières années. On s'est rapidement rendu compte que les gens n'étaient pas plus patients sur mobile, alors qu'ils ont une technologie qui les limite. Ils sont pas plus patients sur mobile que sur bureau. Donc pour la plupart des sites, une seconde de perdu, c'est 10%, de pages vues en moins. Donc ça va très très vite. Et donc les gens qui sont sur mobile ont un comportement légèrement différent. Cependant, quand ils font une recherche, qu'ils vont sur un site et que le site n'a pas répondu en moins de 4 secondes, pareil, les 2/3 des gens sont déjà partis. Et ce qui est presque amusant, c'est qu'à la limite, les gens qui ont mon âge et probablement le vôtre, donc autour de la trentaine, on est habitué, enfin, lorsqu'on a appris la technologie, on avait des âges où nous on s'est habitué à attendre. Les gens qui sont plus vieux, donc qui sont arrivés beaucoup plus tard sur la technologie, enfin ou en tout cas qui ont accédé à la technologie beaucoup plus tard, ou les gens qui sont beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec des téléphones tactiles dans la main, ces gens-là ils sont encore plus impatients que nous, que les trentenaires. Donc vous l'avez compris, le nerf de la guerre de la performance, c'est le temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, à partir du moment où vous avez réussi à vous convaincre et à convaincre éventuellement les décideurs qu'il faut entamer un chantier de performance dans l'optique d'améliorer le produit, par quoi commencer? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même il y a plusieurs centaines de règles, il y en a 30-40 qui sont utiles à peu près tout le monde, et après il y a beaucoup de spécificités. Donc comment ne pas se louper? D'abord, il va falloir plutôt que de se jeter directement sur le code, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est définir des objectifs. Ensuite, on va se demander ce que voient vraiment les utilisateurs. Et après, on va enfin parler de technique. Donc les objectifs, on l'a vu, c'est l'objectif final, le vrai, celui qu'on devrait avoir, c'est le temps avant l'interactivité. C'est-à-dire que selon ce que votre page est censée afficher, en combien de temps j'obtiens la fonctionnalité promise. En combien de temps ma vidéo commence à se lire, dans le cas de YouTube. En combien de temps je commence enfin à pouvoir lire le texte de mon article. En combien de temps je peux regarder ou je peux cliquer sur le bouton acheter dans mon site de e-commerce. Voilà. Le problème de cette métrique, c'est qu'elle est très très compliquée à récolter. Elle est assez compliquée à récolter. En tout cas, pas de manière automatique, pas de manière facile, parce que ce que vous devez faire, c'est injecter du code au moment où vous pensez que la fonctionnalité est là, et rapatrier l'information chez vous. Donc idéalement, il faut le faire. Maintenant, ça demande une petite organisation. Généralement, on va plutôt se concentrer sur le premier rendu. Premier rendu, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui vont être capables de le calculer eux-mêmes. Donc le premier rendu, c'est j'affiche une page blanche, je commence enfin à afficher des pixels. Donc là, l'utilisateur comprend que oui, on a bien compris sa requête et on va lui servir quelque chose. Pardon.
Donc voilà, donc le premier rendu, généralement, on va essayer de le garder en dessous des 2 secondes. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois pas beaucoup. Là, les chiffres que j'ai pris, ce sont des chiffres raisonnables pour des sites qui commencent à être un peu gros, qui commencent à avoir beaucoup de fonctionnalités. C'est sûr que pour un blog, par exemple, les gens vont pas vous pardonner d'attendre plus de 2 secondes, quoi. Autre critère qui est mesurable encore par des outils externes, c'est le temps de réponse HTML. Donc en combien de temps la page est construite et renvoyée, tout simplement. Donc ça, généralement, c'est celui que vous maîtrisez le mieux, puisque vous pouvez même l'enregistrer côté serveur en disant, bah voilà, j'ai généré ma page en tant de temps. Sauf que il faut jamais oublier d'y ajouter, outre le temps de génération de la page, les temps de connexion réseau à votre page. Donc généralement, on essaie de rester largement sous la seconde. Et quand on a du caching, etc., normalement, on est en dessous de la demi-seconde. Et donc le temps onload qui jusqu'à ce que cela intéresse Google n'intéressait plus, en tout cas les experts de la perf, ça nous intéressait plus vraiment. Donc temps de chargement global de la page, c'est une bonne question, vu étant donné que c'est un critère qui est laissé à l'appréciation des moteurs de recherche. Donc on imagine qu'en dessous de 20 secondes, au-dessus de 20 secondes, ça commence à être mal, mais on sait pas vraiment. Le problème du temps de chargement aujourd'hui, c'est que sur la plupart des sites, vous allez inclure de la publicité, des trackers, des analytics, et tout ça sont des événements, ce sont des téléchargements qui sont faits ultra tard dans la page et qui retardent énormément le chargement de la page. La page est déjà fonctionnelle et pourtant on retarde encore le chargement de la page. Du coup, on n'a aucune idée de comment, à quel point ça influe sur le référencement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Évidemment, c'est pour les utilisateurs, c'est pour ça. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est ce que eux voient. Quand on va vouloir commencer un chantier de perf, avant tout, on va vouloir commencer à mesurer les choses. Et pour mesurer les choses, il faut écrire des tests synthétiques. Et donc pour ça, il faut les calibrer. Donc on peut se demander ce qu'ont les utilisateurs en face de nous. Parce que c'est vrai que quand on est sur le réseau interne de l'entreprise, qui est généralement branché sur une fibre, enfin voilà, quelque chose qui dépote, finalement, on ne sait pas ce qu'on a en face de nous. Donc là, ce sont des chiffres globaux. Avant d'en parler, en fait, idéalement, il faudrait mesurer le temps de chargement des utilisateurs. Donc ça, c'est possible. Je vous montrerai tout à l'heure comment. En tout simplement collectant toutes les informations qui se passent dans le navigateur pour savoir quand est-ce que la page est chargée et rapatrier ça chez soi. Mais pour se donner un ordre de grandeur, en France, voilà qu'on peut s'attendre. D'abord, première chose qui nous intéresse, c'est que Internet Explorer 7 est pratiquement il est en dessous des 2 ou 3%, donc généralement on ne le supporte plus. Et ça, point de vue WebPerf, ça fait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pratiques de performance qui étaient basées sur le comportement d'Internet Explorer 7. Donc maintenant qu'il n'est plus là, on va pouvoir se comporter légèrement différemment. Il y a évidemment des gens qui arrivent sur les réseaux mobiles, c'est-à-dire que même si votre site n'est pas optimisé, ils vont essayer de venir dessus. Et donc forcément, généralement, ça se passe mal. Pour référence, là aujourd'hui, sur des sites vraiment grand public, je vois plus de 10% des gens qui arrivent sur des sites qui sont pas faits qui arrivent avec leur mobile. Donc généralement, ils sont sur des tablettes avec une pomme dessus, là, sur des tablettes qui sont sur Wi-Fi, mais il y a quand même un bon pourcentage de gens, et donc c'est peut-être 4-5% des gens qui arrivent déjà sur des sites pas optimisés pour mobile sur des réseaux 3G. Donc ces gens-là, il faut commencer à les prendre en compte. Et donc, le débit moyen en France, donc je me suis tapé beaucoup de sources là-dessus. Il y a Akamai qui fait des stats globales en 2011-2012. Il y a eu des groupes tests qui, vous savez, on peut faire des tests de performance chez eux. Pas de performance de débit et de ping. Il y a 60 millions de consommateurs qui voulaient savoir pourquoi est-ce que les FAI montaient sur
sur leur fiche, en disant qu'on avait de la DSL à 20 mégabits seconde. Et j'ai recoupé tous ces chiffres avec des chiffres de l'ARCEP, qui elle, connaît le nombre d'abonnés en fibre, en ADSL et en 56K, parce qu'il y en a encore. Mais bon, on s'en occupe plus. Et donc en recoupant tout ça, on arrive à quelque chose d'assez stable sur la DSL qui est autour des 5 mégasecondes, 5 mégabits seconde. En fibre, on monte jusqu'à 20 mégabits, sauf qu'il y a très très peu de gens sur la fibre et pour le moment, la fibre, elle sera peut-être déployée dans les villes, mais dans tous les cas, il restera une grande partie de la population française qui n'aura pas accès à la fibre ou dans 10 ans. Et donc voilà, donc la moyenne c'est ça. Ce qui va plus nous intéresser sur la perte, nous, ça va être la latence. La latence, c'est le temps entre un client et un serveur. On est un petit peu en dessous de 100 millisecondes, ce qui est beaucoup. On verra pourquoi. Les mobiles, le débit par rapport à la DSL, il a l'air assez haut. On va voir que le problème du mobile, c'est pas tellement le débit. C'est la latence qui est très grande. Et ça, c'est technologique. Vous êtes connecté à votre antenne 3G. C'est de la radio, donc forcément, c'est physique, ça prend du temps. Maintenant, cette moyenne, le problème, c'est qu'on a une moyenne qui est absolument pas représentative. Quand on va un petit peu fouiller dans les chiffres Akamai et 60 millions de consommateurs, on se rend compte que la moyenne de 5 mégabits seconde ne veut rien dire parce que voilà les répartitions. Hein, donc, moins d'un mégabit seconde, on est autour des 10%. Entre 1 et 2 mégabits, on a encore une autre tranche de 10%. 2 et 3 mégabits, un petit peu moins de 10%. 3 et 4 mégabits, 10%. Voilà. Entre 1 et 5 mégabits, on a la moitié de la population française. Plus de la moitié de la on a les 3/4 de la population française. On a le quart des utilisateurs qui sont en dessous de 2,5 mégas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que quand on fait des mesures, ça fait une réelle différence. Donc si on admet que vous voulez prendre en compte au moins ces 25%, cette limite entre les 25 et les 75%, généralement vous allez viser des débits à 2,5 mégas avec des latences qu'on a un petit peu relevées à 110 millisecondes. Et sur mobile, donc on a toujours 2,5 mégas parce qu'on n'a aucune idée de comment sont répartis les débits, mais de toute façon c'est pas le problème. On a toujours une grosse latence. Par contre, ce qui est spécifique au mobile, c'est que des fois vous avez soit vous n'avez pas de réseau du tout, ça arrive. Soit quand vous avez le réseau, de toute façon, il y a des paquets qui perdent, il y a des paquets qui reviennent jamais. Et ça ralentit considérablement les pages. Donc voilà, la différence entre la DSL et le mobile, c'est pas tant le débit que la perte de connectivité permanente dans toutes les requêtes que vous faites à un site. À droite, je vous ai mis en fait le même test sur une ADSL donc la moyenne à 5 mégasecondes et une ADSL en 2,5 mégas. Il y a déjà une demi-seconde de différence pour un site qui est relativement optimisé, comme donc là c'est Le Monde. Pour un site qui a déjà été un petit peu optimisé, il y a déjà une demi-seconde de différence simplement en changeant le référentiel de débit. Voilà, quels utilisateurs ciblés, quels navigateurs ciblés, donc Internet Explorer 8, parce qu'il a l'avantage d'être stable, au contraire de Chrome et Firefox qui poussent à tout va et qui du coup changent souvent la manière de télécharger des pages. Donc si vous voulez des mesures fiables dans le temps, vous allez utiliser Internet Explorer 8, qui est encore représentatif des utilisateurs. Et puis, pour prendre en compte le mobile, il y a au moins Safari iOS, une bonne moitié des gens, et vous pouvez surtout plus ignorer Android 2.3 et 4, Android 2.3 et 4, qui sont le gros de la troupe chez Android. Hein. C'est plus de 90%, 95% des gens chez Android. Donc voilà, vous allez essayer de vouloir tester avec ces paramètres-là. Les techniques, on y arrive.
Donc on l'a dit, il y a beaucoup déjà de règles. Je pense que vous connaissez probablement tous les règles de Yahoo et de Google. Je vous invite à aller voir celles qu'on a éditées en commun sur Opcast. Et vous trouverez, si vous faites de la veille, vous trouverez toutes les semaines une nouvelle technique. On va commencer par par l'évidence, configurer le serveur. Donc évidemment activer le Keep Alive. Donc le Keep Alive c'est pour que le navigateur ne ferme pas une connexion à chaque fois. Donc le serveur ne ferme pas une connexion à chaque fois que le navigateur lui demande quelque chose pour préparer la requête suivante. Donc ça c'est pour éviter d'avoir les 100 millisecondes à chaque chargement de fichier. Le paramétrage, généralement on considère ces valeurs comme étant bonnes. C'est-à-dire on attend 5 secondes maximum que le client se reconnecte. Activer la compression, donc c'est gzip, c'est gzip ou deflate, selon. Donc voilà, ça vous permet de gagner 80% de poids sur tout ce qui est CSS, JavaScript, HTML. C'est pas à négliger. Petit point de détail, si jamais vous utilisez un CDN, il faut savoir que par défaut, il n'active pas le gzip. Normal, il gagne de l'argent dessus. Hein. Plus vous faites télécharger et plus ça les arrange. Donc si vous oubliez de configurer votre CDN, il va vous ralentir. Sans débat là aussi, on peut plus aujourd'hui se permettre de sortir un site sans gérer son cache. Donc là je crois qu'il y a peut-être 200 ou 300 requêtes. Il y a une bonne centaine de requêtes qui est due à des analytics. Si vous savez gérer le cache, voilà, l'utilisateur qui vient et qui revient, donc qui navigue de page en page, vous lui offrez une navigation qui est juste ultra fluide, qui est beaucoup plus satisfaisante que surtaper les 2 mégas moyens d'une page. Et bien sûr, vous allez rendre votre administrateur réseau heureux. Donc le cache, ça semble une évidence, et pourtant la plupart des sites ne le gèrent pas. Donc là, les chiffres, là, 50% des sites les oublient, 30% ont une tente de cache inférieure à 30 jours. Généralement, on conseille entre 1 mois et 1 an de temps de cache des objets. Donc pourquoi les gens ne le font pas? Donc là, les chiffres ils viennent de httparchive.org qui scanne les 25 000 premiers sites du monde et qui récupère des informations de ce genre. Généralement, c'est à cause de ça que les développeurs n'aiment pas le cache. C'est, vous savez, quand on est en phase de recette et qu'on ne comprend pas pourquoi le truc marche pas et qu'on dit vas-y, vide ton cache et ça va marcher. Donc généralement, c'est pour ça que les développeurs n'aiment pas toucher au cache. Et pourtant, il va falloir le gérer. Donc pour les phases de recette internes, évidemment pour l'environnement de développement, il n'y a rien de plus pénible que de sauvegarder un fichier, de rafraîchir et de se dire elle est où ma modif, et de se dire bah oui c'est le cache. Donc en fait là on veut faire 2 choses. On veut ne pas avoir de cache lorsqu'on est en recette et en développement, et on veut avoir un cache agressif pour les utilisateurs qui sont à l'extérieur. Non seulement pour les utilisateurs, donc ce que voit le navigateur, mais en plus pour toute la stack réseau qui est entre l'utilisateur et vous, donc tous les proxys, vos varnishes, vos CDN, enfin tout ça, il faut renseigner des informations de cache qui sont correctes, et c'est pas à l'administrateur réseau de deviner combien de temps une page ou un CSS doit être caché, c'est au développeur de le faire. Alors le mécanisme de cache, il y a un mécanisme d'invalidation standard, c'est-à-dire que vous pouvez demander aux gens de rafraîchir. Donc c'est le fameux e-tag. Donc e-tag, on n'arrête pas de dire c'est mal, c'est pas bien, etc. Il faut pas l'utiliser du tout. C'est quand même le standard à la base pour justement invalider le cache. Donc comment ça marche, hein, c'est on envoie un header e-tag ou un header last modified. Last modified c'est une date, e-tag c'est n'importe quoi, n'importe quelle chaîne de caractères. Donc le client récupère la donnée et se souvient, va stocker le e-tag et le last modified. Au moment où il va redemander la ressource, il va lui renvoyer soit un if non match pour le e-tag, soit un if modified since pour le last modified. Et à ce moment-là, le serveur va lui dire bah, écoute, il y a une nouvelle ressource, je te la renvoie, 200, ou il n'y a pas de nouvelle ressource, je t'envoie une 304 et donc tu affiches ce que tu as déjà sur ton disque. Donc ça marche bien, sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que ce qu'on a vu, c'est que ce qui comptait vraiment, c'était la latence. La latence, c'est
En gros, pour vous situer, là, donc ça, ce sont des screenshots pris avec webpagetest.org. Je vous montrerai après comment ça tourne. Donc là, une page standard. Les barres bleues, c'est du téléchargement. Les barres vertes, c'est du temps de connexion. Quand on a une 304, il n'y a pas le temps de téléchargement, mais on voit que le temps de téléchargement, c'est pas ce qui prend le plus dans la plupart des sites. Donc c'est pour ça que généralement on dit désactiver les e-tags. C'est pas désactiver les e-tags, il faut les utiliser que quand vous en avez vraiment besoin. C'est-à-dire, par exemple pour du polling, c'est-à-dire vous allez demander la même ressource en Ajax, et vous voulez uniquement qu'on vous renvoie les données si elles ont été modifiées depuis. Pour la revalidation de session, peut-être que vous voulez distribuer des images qui sont propres à un utilisateur qui est authentifié. Si jamais il se délogue, mais que quelqu'un derrière lui rafraîchit la page, il va avoir accès au cache. Si vous faites de la 304, vous allez pouvoir dire « Ah non, tu n'as plus de cookies, tu n'as pas le droit de voir ça ». Et puis éventuellement en environnement de développement, c'est-à-dire que vous allez faire des 304 sans cesse, ça va vous permettre justement de gérer au mieux votre cache. C'est-à-dire que uniquement les fichiers qui ont été modifiés vont être retéléchargés. Donc quand vous êtes en environnement de développement, c'est pratique. Mais voilà, en gros, c'est à peu près les seuls cas où on va continuer à utiliser l'invalidation standard. Parce que ça génère autant de requêtes et au final, la page est à peine plus rapide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est gérer ces caches, des longs temps de cache. Et ça peut être un gros chantier. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander de gérer toutes les URL du site. Du moment que vous référencez une image, un CSS ou un JavaScript, que ce soit dans du HTML, dans du CSS ou dans du JavaScript, ça, il va falloir que toutes les URL soient maîtrisées. Maîtriser, ça veut dire quoi? Dedans, vous allez mettre un numéro de release, vous allez mettre encore mieux un hash du fichier, qui va vous permettre du coup de ne redistribuer que les fichiers qui ont vraiment été modifiés. Bon, c'est un peu du luxe. Et donc ça implique que vous arrêtiez de hardcoder des liens et que vous passiez que par des méthodes des helpers, des méthodes, des fonctions qui vont vous aider à construire ces URL. Et en plus, idéalement, derrière, vous faut un processus de compilation qui va prendre tous vos fichiers, modifier les URL, les enregistrer quelque part pour ensuite envoyer ça au front. Donc voilà, c'est quelque chose qui est... c'est un chantier à engager en tout cas. Mais ça vaut le coup. En HTML, vous allez simplement utiliser les fonctions... des fonctions back-end. En CSS, peut-être que vous allez utiliser un générateur de CSS. En JavaScript, vous allez peut-être utiliser des systèmes type traduction, c'est-à-dire vous avez un fichier de trad qui contient toutes les URL à référencer, et donc vous y accédez comme ça à l'intérieur de JavaScript. Voilà. Comment est-ce qu'on met en cache? L'idéal, ça va être ça, expires plus 1 an, donc date plus 1 an, et cache contrôle public. Le private, vous pouvez le mettre si vous avez des ressources qui utilisent des cookies, par exemple. Essayez de ne plus utiliser l'entête HTTP vary. Donc vary, c'est pour dire tu as le droit de mettre en cache si pour tout le monde à partir du moment où c'est le user agent qui change pas ou le support de gzip. Ça pose des bugs dans certains navigateurs. Qui vont du coup ne pas respecter le cache du tout. Donc voilà, l'idéal c'est ça. Et HTML5 est arrivé et HTML5 a fourni Application Cache ou App Cache Manifest selon les versions. Et donc ça c'est super pratique sur mobile parce que c'est bien supporté. Et deux, vous allez pouvoir émuler le comportement d'une application, c'est-à-dire vous allez faire télécharger toute votre interface et vous allez dire ok, il y a uniquement mes requêtes JSON qui vont chercher des données nouvelles qui vont aller sur le net, par exemple. Donc c'est un fichier qui référence tous les statiques de votre application. C'est un fichier de règles.
Donc voilà, je l'ai dit. Et ensuite, vous avez par-dessus une API JavaScript qui va vous permettre de savoir, un, si votre cache est à jour ou pas, deux, s'il est en train de télécharger une nouvelle version du cache, trois, s'il l'a téléchargé, voilà, être au courant et du coup pouvoir recharger l'interface. Donc voilà, offline, très intéressant, voire vital sur mobile. L'autre chose qui fait pas débat, c'est vouloir limiter le nombre de requêtes HTTP. Aujourd'hui, on arrive à vraiment de grosses quantités. On est à 150, 200 requêtes par page. C'est vraiment trop. Et donc l'ennemi, on l'a dit tout à l'heure, c'est la latence. Là encore une fois, toutes les barres vertes là, c'est du temps de connexion serveur. Donc parfois il y a des temps d'attente côté serveur, mais c'est du temps réseau en fait. Donc si vous avez 100 millisecondes, donc au pire des cas par exemple, lorsque vous demandez une page, le HTML et qu'il est vierge, vous allez avoir une requête DNS. Donc les DNS c'est entre 25 et 300 millisecondes. Vous allez avoir l'ouverture d'un socket TCP. Donc il y a une négociation, un aller-retour, donc ça fait encore 100 millisecondes. Vous allez avoir le TCP slow start qui est en fait la manière dont marche TCP pour télécharger un fichier, c'est-à-dire qu'il va commencer à récupérer 4 kilos, ensuite il se dit ok j'ai pu tous les récupérer donc maintenant je peux en récupérer 8 d'un coup et il augmente comme ça par palier. Ce qui fait que si votre fichier est petit, en fait il ne va pas être téléchargé à la vitesse maximale de la bande passante. Il n'y a que les gros fichiers qui sont téléchargés à la vitesse maximale de votre ADSL. Donc voilà, donc par exemple pour accéder à la page web, avant même qu'il accède au serveur, il s'est déjà passé et potentiellement 400 millisecondes, donc 4 fois les temps de latence. Et là, votre serveur commence seulement à vouloir répondre et à renvoyer le truc. Et donc ça c'est particulièrement vrai évidemment pour les premiers. Ce qui va nous intéresser en fait, quand on a 150 requêtes dans une page, on arrête de se battre. À un moment donné, on arrête de se battre contre parce qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont justifiées par des besoins métiers, type analytics, type je veux 50 images s'il te plaît, je veux 12 modules parce que je pense que c'est comme mon utilisateur le demande. Je pense que non, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, en tant que TECOS, tout ce qu'on peut dire, c'est OK, on peut améliorer le premier rendu, c'est le premier objectif qu'on va se donner. Pour ça, on va trouver le chemin critique. Le chemin critique, c'est entre le moment où on demande quelque chose, et là, vous voyez cette grande barre verte, c'est là où les premiers pixels apparaissent. C'est ça le chemin critique. Et donc sur ce chemin critique, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des redirections, côté client, côté serveur. On va trouver le temps de génération de la page. On va trouver le CSS, on va trouver le JavaScript. On oublie de dire qu'il y a le téléchargement des fontes aussi. En ressources gênantes, j'ai mis en fait tout ce qui retardait le temps onload. Donc ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est pour le SEO. Mais voilà, en ressources bloquantes, ce sur quoi vous allez vouloir vous concentrer, c'est les redirections, la construction de la page, les polices, CSS et JavaScript. Donc les redirections, c'est pas compliqué, hein, c'est du bon sens, mais c'est pas toujours fait. Évidemment, on essaie de se limiter à une seule redirection maximale. On ne fait pas cette redirection-là côté client, ce qui arrive surtout sur mobile. C'est-à-dire que souvent, on voit des gens qui mettent un petit script pour dire ok, si tu as un iPhone, tu rediriges sur la version mobile. C'est mal. Si vous voulez faire de la détection de téléphone mobile, vous faites-le, mais côté serveur. Parce que ça veut dire que le téléphone commence à télécharger la page. Là, il se rend compte que, ah oui, tiens, on essaie de me faire changer de page. Donc voilà, c'est beaucoup de temps de perdu, surtout sur du mobile, où on a des temps de latence à 200 millisecondes. Côté serveur, on va évidemment faire tout ce qu'on peut pour éviter les temps de calcul. Donc on va mettre des caches dans tous les sens. Donc les caches, ça peut être du cache soft que vous pouvez faire vous-même à la main. Vous enregistrez un fichier sur le disque une fois que la page est finie d'être générée. Vous mettez ça dans un même cache, vous mettez ça, voilà. Vous avez des outils spécialisés qui font ça, type Varnish. Vous avez votre CDN qui ne fait que ça de sa vie. Voilà, des caches serveurs. J'ai envie de dire la techno est relativement maîtrisée, donc il faut l'utiliser à fond.
Euh, Peut-être moins connu, mais super pratique, c'est le flush. Alors le flush du head, je sais, je parle à moitié anglais. C'est pas grave. Le flush du head. Donc le flush, en fait, c'est envoyer aussitôt que possible du HTML pour commencer au plus tôt le téléchargement des ressources. Donc là, vous voyez, on a un HTML en fait qui est long à calculer. Il lui faut à vue de nez là, une demi-seconde à calculer, à être téléchargé, parce qu'il doit être en plusieurs parties. Mais les CSS et les JavaScript qui sont référencés tout en haut commencent relativement tôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé d'avoir le HTML qu'on commence déjà à télécharger. Donc ça, c'est ça le flush. C'est j'envoie mon HTML le plus tôt possible pour commencer le téléchargement des autres ressources en parallèle le plus tôt possible. Et ça, le problème, c'est que pas tous les frameworks le permettent. Tout ce qui est Drupal et autres, vous voyez, c'est monolithique, donc ils sortent des pages entières. Mais si vous avez la chance d'être sur une application un peu plus petite, vous pouvez encore gérer votre backend à la main et envoyer juste ce qu'il faut et ensuite continuer le calcul côté serveur. Quand on peut pas avoir un backend rapide, on triche, c'est-à-dire que on envoie tout ce qu'on peut comme interface et tout le reste, on va essayer de le récupérer en JSON. Donc en XML HTTP request en Ajax, quoi. Donc là, par exemple, c'est une vieille implémentation qu'on avait fait à l'époque chez Kelkoo. Il faut savoir que pour chercher un billet d'avion, il y a vraiment des serveurs qui se connectent en direct, donc sans cache, sans rien, à des dizaines d'autres serveurs pour chercher des billets. Pourquoi? Parce que les prix changent toutes les secondes dans ce genre de métier. Donc c'est une obligation métier, on n'a pas le choix, il n'y a pas de cache possible. Et donc les recherches peuvent vraiment durer plusieurs minutes. Les premiers résultats arrivent dans les 10 secondes. Mais pendant 10 secondes, il faut occuper l'utilisateur. Donc pour l'occuper, on lui fait télécharger toute l'interface. On lui affiche une jolie barre pour lui dire « T'inquiète pas, ça vient ». Je vous rassure, la barre de progression, c'est un fake. Donc on lui affiche tout ce qu'on peut pour le faire patienter, pour que l'utilisateur reste encore sur la page. Et donc pour ça, on utilise Ajax. Autre possibilité, c'est en gros tout ce qui est cachable dans la page, c'est-à-dire sur un site comme celui-là. Donc j'ai mis un livre au hasard. Tout ce qui est cachable sur la page, vous allez essayer de ne le calculer qu'une seule fois côté serveur. Et ensuite, tout ce qui est dynamique, c'est-à-dire là en l'occurrence on n'a que 2 informations, enfin peut-être 3, c'est-à-dire le contenu du panier, savoir si l'article en cours est en stock ou pas, et le bonjour madame, bonjour Simone. Ces informations-là, soit vous allez les chercher en Ajax comme on vient de voir, soit vous utilisez d'autres technologies côté serveur qui vont faire du server-side include, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une page statique et juste demander au serveur dynamique, tiens, prends-moi ces 3 petits bouts. Ça permet, voilà, encore une fois, d'afficher au plus vite et pas avoir à tout recalculer. CSS, donc là, pareil, il n'y a pas beaucoup de débat. Il faut concaténer, il faut minifier, donc ça veut dire retravailler le CSS pour qu'il soit plus petit, donc ça c'est de manière automatique. Éventuellement, si vous commencez à avoir un peu confiance en vous, vous pouvez commencer à passer des choses inline, c'est-à-dire dans le HTML. Donc ça, c'est pour éviter évidemment les temps de téléchargement, etc. Vous ne faites ça qu'évidemment si vous avez très peu de CSS, ou par exemple vous allez avoir des tactiques du genre j'ai mon CSS qui n'affiche que mon layout. Facebook c'est ce qu'ils font par exemple, Bing c'est ce qu'ils font. Je n'affiche que mon layout, donc sur Facebook vous avez les barres bleues, vous avez les colonnes. Ils balancent ça dans le HTML, donc vous avez tout de suite quelque chose, et ensuite ils vont chercher tout le reste dynamiquement pour l'afficher. L'avantage c'est que vous avez eu une réponse extrêmement rapidement. Donc les polices, on n'y pense plus, mais surtout que c'est devenu à la mode là, ces 2-3 dernières années. Il y a 10%. Avant, il n'y avait pratiquement aucun site qui téléchargeait des polices. Maintenant, on a plus de 10%. Le mieux, c'est les supprimer, mais c'est mon avis. Parce que généralement, elles sont moches. Généralement, elles n'ont pas été testées sur tous les navigateurs. Surtout les couples navigateur et OS. Et parfois, elles ressemblent fortement à de l'Arial quand même. Donc le mieux, généralement, c'est d'essayer de les négocier pour les dégager. Sinon,
Vous pouvez tenter le chargement asynchrone de police. Donc ça existe aussi, c'est-à-dire que vous allez référencer vos polices dans un fichier CSS. Le fichier CSS, vous allez le télécharger en asynchrone, et donc du coup, vous n'allez pas bloquer votre rendu. Le désavantage, c'est que pendant un petit temps, vous allez voir votre texte sans style, enfin, qui n'a pas la police finale. Donc voilà, c'est un compromis à faire. Et donc ça, c'est mon chouchou, c'est JavaScript, parce que c'est un peu lui qui est le plus complexe, et là on commence surtout à voir si on maîtrise ou pas son applicatif. Donc pour insérer du JavaScript, on a beaucoup de choix. On peut donc toujours garder les balises script en haut. Donc généralement, on vous dit que c'est ce qu'il faut pas faire. On peut déplacer toutes les balises de script en bas de page. Donc ça, c'est ce qui est écrit à peu près partout. On va voir que c'est pas forcément toujours la solution. Comme le CSS, vous pouvez le mettre inline s'il est pas trop gros. Je pense à des choses comme je vois à peu près tous les sites maintenant qui incluent des librairies comme html5chiv.js. Il l'inclut d'un autre serveur, ça c'est mal. Et deux, le code est tout petit, il suffit de le mettre inline, ça serait beaucoup mieux. Diffère, donc ça c'est un attribut qui permet de dire ok, ne bloque pas le rendu, télécharge ça quand tu peux et exécute-toi ça quand tu peux. Et enfin asynchrone. Donc le script src en haut, il sait pas qu'il faut l'éviter à tout prix, c'est que si vous n'avez pas trop de JavaScript, si il est concaténé, c'est-à-dire que vous avez un ou deux fichiers maximum, et si il n'y a pas au même moment 4 fontes et 4 CSS qui sont chargés, donc s'ils sont pas en train de se battre pour la bande passante, alors vous pouvez les garder en haut. Les navigateurs, donc ça c'est depuis qu'on n'a plus IE7 justement, on a droit à 6 connexions par nom de domaine. Donc dans les 6 connexions, vous pouvez mettre 2 CSS, 2 JS, une fonte par exemple, et votre HTML. Et vous allez voir que vous allez arriver pratiquement à 1 seconde de temps de rendu. Là, c'est le cas idéal. C'est vraiment quand vous maîtrisez bien votre site. Donc script src en haut, ça peut encore marcher si vous êtes raisonnable sur les tailles et sur les autres objets dans la page. Déplacer en bas. Donc effectivement, c'est généralement une bonne technique. Par contre, si votre page est longue à télécharger, si le HTML est long à télécharger, ou s'il y a trop de choses qui sont téléchargées avant le JavaScript, et aujourd'hui, comme les pages sont très lourdes, je connais plus beaucoup de sites en fait où le script en bas est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez améliorer votre premier rendu. Par contre, le temps avant la fonctionnalité, si par exemple vous devez démarrer un player vidéo, un lecteur vidéo, si votre script est tout en bas, vous allez voir une zone noire avec le lecteur vidéo et vous allez attendre beaucoup de secondes avant que la vidéo puisse commencer à se lancer. Pourquoi ? Parce que le script est retardé par tout le reste de la page. Donc si votre page est rapide, vous pouvez quand même mettre les scripts en bas, c'est bien. À partir du moment où vous déplacez vos scripts, de toute façon, il va falloir que vous commenciez à gérer vos dépendances, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait de JavaScript à l'intérieur de la page qui dépendent d'un script qui va être inclus après, type jQuery. Document.write, ça c'est une vieille guerre qui sera peut-être gagnée un jour, qui commence en tout cas, les mœurs commencent à évoluer. Donc document.write, c'est généralement utilisé par les fournisseurs de trackers et de publicité pour insérer sauvagement des choses dans vos pages. Si vous déplacez les scripts en bas ou même quelle que soit la manière dont vous le déplaciez, document.write s'attend à être à un endroit du DOM. Donc ça peut être dangereux. Et enfin, depuis que iOS est sorti, depuis que les gens surtout naviguent beaucoup sur iOS, le script en bas, src en bas ne sert plus à rien. C'est-à-dire que Safari iOS, lui, il va attendre que tous les JavaScript soient là avant d'afficher la page. Donc qu'ils soient en bas ou en haut, pour lui c'est pareil. Et comme ça commence à représenter une part non négligeable des gens, au-dessus de 5% sur des sites normaux, si vous avez un site mobile c'est plus de 50%. Voilà, donc ça commence à être important. Pendant un moment, alors éventuellement on peut utiliser differ, donc c'était un petit attribut que vous rajoutez à la balise script
pour lui dire, donc en fait par défaut, quand vous incluez un script, il bloque le rendu. Donc le rendu, c'est la barre verte là. Donc il bloque tout, il télécharge, il s'exécute et après il rend la main. Avec differ, vous bloquez pas le rendu. Par contre, il est exécuté bien plus tard. Donc c'est sa limite, c'est que si votre page met beaucoup de temps à charger, bah vous allez retarder encore c'est comme le script en bas, quoi, ça change rien. Et l'idéal, c'est éventuellement async, qui lui télécharge en parallèle et ne bloque le rendu qu'au moment de l'exécution. Donc c'est l'idéal, sauf que c'est pas supporté par tous les navigateurs. C'est trop récent. Je crois que ça commence à IE 10 ou 9. Et enfin, le JavaScript asynchrone. Le JavaScript asynchrone qui permet, en fait, vous allez créer dynamiquement des nœuds qui vont télécharger du JavaScript. Ça, c'est une technique qui peut aller très loin et qui est surtout valable quand vous reprenez la main sur votre applicatif JavaScript, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire j'ai besoin de tel module à tel endroit dans la page, je veux exécuter un player par exemple. Je vais être capable de déclarer, ok, pour exécuter ce player, j'ai d'abord besoin d'un jQuery, j'ai besoin de telle autre librairie. Je vais les télécharger dynamiquement, comme ça, elles ne bloquent pas. Je regarde l'heure, en fait. Je vais les télécharger dynamiquement, comme ça, elles ne bloquent pas. Et je vais les récupérer juste à temps. C'est-à-dire que même si la page est très longue à afficher, je vais quand même lancer le téléchargement de mes JavaScript et potentiellement même mon JavaScript va s'exécuter avant que toute la page ne soit rendue. Donc ça c'est l'idéal, mais c'est compliqué, ça peut être compliqué à maîtriser. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions parce que j'ai beaucoup encore d'autres optimisations à vous montrer. Par contre, on n'a plus que en gros 5 minutes, donc allez 10. Que 10 minutes. Donc si vous avez des questions par rapport aux optimisations, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, donc déjà par rapport à ce que j'ai dit, qui était la base, on va dire. Et ensuite, si vous avez des questions supplémentaires, ça serait bien de les poser maintenant. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit ou quoi ?